Suite au décès survenu à Libreville le 4 septembre 2014 de M. René Ranebino Konike, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien président du Sénat, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présenté à Mme Konike, aux enfants et à la famille de disparus ses sincères condoléances et les a assurés de son soutien moral. Le président de la République, chef de l'État, a également salué le parcours politique et administratif de M. René Ranebino Konike, ainsi que les hauts services qu'il a rendus à la nation gabonaise. Ainsi que nous vous le disions la semaine dernière, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a séjourné du 5 au 7 septembre dernier à Tunis sur invitation de son homologue, le président Monsef Marzouki. Ce séjour du président gabonais a été l'occasion pour les deux chefs d'État de revisiter l'état de la coopération entre nos deux pays et de procéder à la signature d'un certain nombre d'accords complémentaires à ceux déjà signés à Libreville. Il s'agit principalement de 6 accords, dont l'un portant sur la santé, en ce qui concerne précisément l'évacuation sanitaire de Gabonais en Tunisie. Le second accord porte sur l'enseignement général avec la mise à disposition de l'État gabonais de coopérants tunisiens devant naturellement exercer sur l'ensemble du territoire national dans différentes matières pour lesquelles nous avons aujourd'hui des déficits en enseignants. Le troisième accord est relatif à la formation professionnelle et à l'emploi. La Tunisie, de ce point de vue, dispose d'une expérience et d'une expertise, notamment en ce qui concerne les pépinières d'entreprise et les pôles technologiques relatifs notamment à la question de la formation professionnelle. Le quatrième accord concerne la Poste, de sorte qu'un certain nombre de services entre la Poste du Gabon et la Poste tunisienne puissent désormais être régis par un cadre légal. Il y avait également un accord relatif à la question de la sauvegarde des intérêts des investisseurs gabonais et tunisiens, et le dernier accord qui a été signé par les deux parties est relatif aux problématiques de transport entre les deux États. Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, la décision d'instaurer une prime d'incitation à la performance a été prise pour introduire dans notre pays une plus grande justice sociale pour encourager le mérite et l'effort au travail. En 2009 déjà, dans son projet de société L'avenir en confiance, le candidat Ali Bongo Ondimba indiquait qu'une fois élu, il engagerait la réforme de l'administration publique pour en faire un moteur de développement. Et que dans ce cas, les fonctionnaires devraient être rémunérés sur la base du mérite et de l'effort. Cette volonté de réforme a été confirmée par le Conseil des ministres réuni en octobre 2011 à Mouila. Le gouvernement, qui s'est en effet engagé à proposer un nouveau système de rémunération des agents de l'État, s'est progressivement mis au travail. Le 18 avril 2014, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi instituant la prime d'incitation à la performance. Les réformes engagées sur cette question visent à adopter un système évolutif faisant une place plus importante à la concertation et au dialogue pour un régime de rémunération amélioré et plus équitable. Or, ces différents efforts consentis par l'État sont aujourd'hui mal compris et diversement interprétés. C'est donc pour ramener la sérénité
Et pour revenir à l'objectif premier de cette prime, qui vise avant tout à l'amélioration et à l'efficacité du service public, que le président de la République a instruit le gouvernement de lui proposer des éléments complémentaires devant conduire à régler de manière efficace et durable la question du complément des rémunérations en République gabonaise. Le président de la République en appelle donc à l'esprit patriotique et républicain des uns et des autres, à la sérénité, afin que le gouvernement fasse aboutir cette importante réforme dans les meilleures conditions de travail, de confiance et de paix sociale. Par ailleurs, la décision de construire le mausolée Omar Bongo Ondimba est une initiative de la famille de feu le président Omar Bongo Ondimba à travers la fondation qui porte son nom. Lorsqu'il sera achevé, le complexe constituant le mausolée Omar Bongo Ondimba comprendra, outre le mausolée lui-même, un musée ouvert au public, une mosquée pour la prière et le recueillement des visiteurs, une bibliothèque et un centre multimédia. À la demande de nombreuses personnes ayant connu le président Omar Bongo Ondimba, la Fondation a accepté de recevoir la contribution libre de ceux qui le désirent. Ainsi, d'éminentes personnalités et des citoyens de tous ordres et de tous bords politiques, majorité comme opposition, ont pu à ce jour faire différents apports pour manifester leur reconnaissance pour ce que feu Omar Bongo Ondimba a pu représenter pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour le Gabon. Par ailleurs, de hautes personnalités extérieures à notre pays ont également souhaité rendre hommage à l'œuvre et à l'homme de paix, de dialogue et d'action que fut Omar Bongo Ondimba. C'est dans ce contexte que le président de la République sœur de Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiang Basso, a souhaité manifester un témoignage d'amitié pour son ami et frère disparu en contribuant lui également à la construction du mausolée Omar Bongo Ondimba, dont les travaux sont à ce jour achevés à plus de 90%. Ce message du président Teodoro Obiang Basso a été porté par M. Geronimo Ossa Ekoro, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, reçu en audience par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le lundi septembre 2014 à Libreville. Le feu, le président Omar Bongo Ondimba, qui a été toujours ami, le président fondateur de notre parti, et d'ailleurs connu par tous, il était parrain politique de notre président. Au moment où il a été saisi de l'idée de la construction de son mausolée, il n'a pas pu rester indifférent pour apporter une modeste contribution du Parti démocratique de Guinée équatoriale pour que ce projet puisse aboutir dans de très bonnes conditions. L'entretien que l'émissaire du président Obiang Basso a accordé à la presse présidentielle à sa sortie d'audience est de ce point de vue clair et sans équivoque. Merci de votre attention. Merci, monsieur le porte-parole. Chez nous, on dit là-bas, du côté de Tandouli, que c'est qu'un singe se met à faire tomber, tombe sur le dos de l'éléphant. Aujourd'hui, la situation du pays connaît des rebondissements sur le problème de la dette du pays. Certains éminents compatriotes sont mis en débat. Certains sont aujourd'hui à l'hôtel populaire. Est-ce que les plus hautes autorités ont le dos suffisamment roncel comme celui d'un éléphant pour pouvoir encaisser toutes les branches qui tombent sur son dos? La deuxième question, c'est sur le mausolée du président. Le feu Omar Bongo, tout le monde connaît que c'est un grand patriarche. Une certaine presse dit qu'on a vendu le pays. Est-ce que la présidence de la République réellement a vendu le pays?
votre première question, nous y avons répondu la semaine dernière. Mais puisque vous posez la question, c'est qu'il y a encore intérêt à expliquer davantage la situation. Pendant de très longues années, nous avons tous, acteurs politiques, sociétés civiles, autorités religieuses, citoyens, demandé qu'il y ait dans notre pays un état de droit. Pendant de longues années, chacun a pu crier qu'il fallait en finir avec l'impunité et qu'il fallait que les auteurs de détournement de deniers publics, ceux qui se livraient à la corruption, à la prévarication, soient traduits devant les tribunaux. Et pendant de longues années, on a accusé l'État de faire preuve de laxisme. Et on a estimé que le pouvoir se montrait donc complice, puisqu'il n'y avait pas de poursuite engagée contre des personnes pourtant connues et qui roulaient carrosse et qui narguaient parfois les populations. Et voilà que la justice, après un certain nombre d'éléments préalables, comme des audits, comme des enquêtes, décide d'aller plus loin et d'entendre les uns et les autres. À peine ces auditions commencent-elles que l'on crie au loup et vous demandez si le pouvoir a le dos assez large. Je ne suis que le porte-parole. Mais celui dont je porte la parole, le président de la République, chef de l'État, s'est lui-même exprimé dessus publiquement à 3 reprises récemment. Le message à la nation, l'interview accordée à la presse gabonaise sur les médias publics, chaînes publiques, et récemment dans un hebdomadaire panafricain. Et sa position est claire, c'en est fini de l'impunité. Mais lorsque le président de la République le dit, et il précise que ça concerne tout le monde, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, quel que soit leur bord politique, ont été mêlés à ces questions-là, la justice devra les entendre. Et s'il y a des éléments qui doivent amener à aller plus loin que les simples auditions, la justice le fera. Et donc, les choses sont là-dessus très claires. Est-ce que le dos est large? Le dos est assez large pour supporter les brindilles que ne manqueront pas de faire tomber les singes, pour reprendre votre expression. Sur l'autre sujet, nous venons de rappeler l'historique de la construction du mausolée. Mais lorsque nous le rappelons, il faut préciser d'abord 2 choses, à titre de rappel. C'est que le président Omar Bongo Ondimba est décédé étant au pouvoir. Et que de ce point de vue, l'État gabonais aurait dû prendre sur lui la responsabilité de construire le mausolée Omar Bongo Ondimba. La famille s'y est engagée. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement de la République s'est impliqué. Et il a été décidé d'étudier, lorsque le mausolée sera terminé, de quelle manière est-ce que, entre la famille et l'État, il peut y avoir un certain nombre de dispositions pour que l'État accompagne, parce que le mausolée, il faudra l'achever, il faudra l'entretenir, il faudra le faire évoluer, le faire vivre. Lorsqu'on a rappelé ceci, on doit également se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, par voie de médias, par voie de presse, la fondation Omar Bongo Ondimba a mis un communiqué pour ouvrir aux contributions des citoyens qui souhaitaient participer. Nous ne sommes pas
administrateur de la fondation. Mais ce que nous savons, c'est qu'à ce jour, de nombreuses contributions ont été faites par des citoyens de tous bords politiques et de tout niveau social. Il y a des gens aujourd'hui retraités, il y a des gens aujourd'hui sans emploi, mais qui se souviennent que le président Omar Bongo Ondimba a pu compter d'une façon ou d'une autre dans leur vie et qui vont faire des contributions. L'outrance, l'invective, la calomnie doivent avoir des limites. Et qu'il y a des éléments dans une contradiction politique pour lesquels il devrait y avoir une forme de consensus national. Et de dire sur tel élément, on ne touche pas, on ne s'amuse pas. Sur tel élément, on ne touche pas, on ne s'amuse pas. Vendre un pays. Est-ce que l'on s'imagine ce que ça veut dire? Et lorsque un journal qui se prétend sérieux peut mettre un tel titre, ça confine à quoi? Quel plaisir prend-on à dénigrer son pays, à dire du mal de son pays? Posez la question à vos confrères, ils vous répondront. J'ai deux questions, monsieur le porte-parole. La première, la rentrée administrative, c'est dans 5 jours, au niveau de l'école, des établissements scolaires bien sûr. Et la rentrée des classes, c'est le 29, donc dans 19 jours. Et nous savons tous que le ministre de l'Éducation nationale a démissionné. Et tout le monde attend, tous les parents d'élèves et les élèves attendent qui sera le nouveau ministre, quelle décision il va amener. Pourquoi le président de la République traîne tant à désigner le successeur du professeur Léon Nzouba? Deuxième question. Depuis peut-être 1 ou 2 semaines, il y a un journal, sinon 2 journaux de la place se plaignent d'être piratés et accusent assez ouvertement la présidence de la République d'être à la manœuvre. Mais curieusement, la présidence de la République est restée muette. Est-ce que qui ne dit mon consent ou vous êtes innocent dans cette affaire? Merci beaucoup. Alors, s'agissant de la question relative au remplacement du professeur Léon Nzouba et de celle que vous ne posez pas mais qui sous-tend celle-ci, le ministère de l'Éducation nationale est pourvu. Le professeur Léon Nzouba avait un ministre délégué et le ministre délégué est parfaitement au fait des dossiers. Et sans besoin qu'il y ait nomination des ministres titulaires, si à la rentrée le ministre titulaire n'est pas nommé, le ministre délégué et l'ensemble du gouvernement assureront tout à fait la rentrée. Donc il n'y a là-dessus aucun problème. Aucun. La décision de nommer un autre ministre appartient au Premier ministre et au chef de l'État qui sont en ce domaine seuls juges d'opportunité. S'agissant de la question relative aux organes de presse qui accuseraient la présidence de la République de les avoir piratés, nous devons simplement avouer notre grande surprise, notre étonnement et notre ignorance dans ce domaine, parce que vous qui êtes parfois éditeur de presse, et pour tous ceux qui sont ici, comment est-ce qu'on fait pour pirater un journal? Soit vous le piratez par système informatique, donc vous rentrez dans le système du journal, ce que la présidente de la République ne fait pas. Et si nous avons bien compris l'explication qui a été donnée, il semblerait que des gens travaillant dans ce journal auraient été achetés. C'est ce que nous avons lu comme explication. Pour les amener à écrire un certain nombre d'articles. Alors, la question qui se pose et qui à nos yeux est fondamentale. Si on a pu acheter les journalistes pour écrire dans un sens, c'est qu'on peut les acheter pour écrire dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, quand ils écrivent des articles contre le président de la République, qui les achète?
pour qu'ils écrivent comme ça? Quand ils écrivent contre certains collaborateurs du président, quelqu'un les achète donc pour qu'ils écrivent. C'est à eux de répondre à ces questions. La présidente de la République n'a pas jugé utile de faire des communiqués pour des assertions qui n'ont aucun fondement, aucun commencement de vérité. Et donc, à partir de cet instant, ce n'est pas qu'il le dit mot consent, c'est seulement qu'on ne se sent pas concerné par de telles accusations. Nous avons été saisis aujourd'hui par Reporters sans frontières, qui, comme vous le savez, défend la liberté d'information. Mais ça sera quand même bien que Reporters sans frontières apprennent aussi à défendre la qualité de l'information pour celui qui reçoit l'information. Le contrat moral qui existe entre le lecteur d'un journal et le journal, c'est que le journal est censé livrer une information en bonne et due forme, équilibrée, vérifiée. Et donc, j'achète une information travaillée. Je n'achète pas une rumeur, je n'achète pas un congossa, je n'achète pas une diffamation. Donc ce contrat moral, il est systématiquement rompu dans notre pays. Et nous avons eu l'occasion d'appeler l'attention de Reporters sans frontières sur cette problématique dans notre pays, où en fait les journaux servent uniquement à l'injure, à la calomnie, à régler les comptes, certains d'entre eux. Ils ont été reçus en audience ici, le chef de l'État le leur a dit clairement, et nous sommes un peu étonnés que Reporters sans frontières nous indique que ces journaux sont suspendus, avant de préciser qu'ils ont décidé eux-mêmes de suspendre leur parution parce qu'ils auraient été piratés. Nous ne sommes pas concernés. C'est une situation que nous regardons, nous vivons et on se pose des questions. Qui a signé les bons à tirer? On ne sait pas. Voilà. Le gouvernement gabonais avait mis en place un programme de départ volontaire et de retraite anticipée. Un an après le bouclage des dossiers des fonctionnaires adhérents à celui-ci, ils attendent toujours les règlements inhérents à leur départ. Pourquoi? C'est-à-dire que ce programme bat de l'aile avant même d'avoir commencé? La réponse de la présidence de la République. Mais ça serait bien d'avoir d'abord la réponse du gouvernement. Ministère de la fonction publique, ministère du budget qui ont initié ce programme. Essayez de vous rapprocher de ces deux départements ministériels. Ils vous diront ce qu'il en est exactement. Parlons du fait politique qui fait l'actualité depuis hier. C'est la démission et l'intégration au sein du PDG de celle que vous considérez, que vous créditez désormais de camarades. Il s'agit de Rose Alor-Mungara, l'ancienne édile d'Oyem. Alors c'est un événement qui, on a entendu, hein, qui au RPG est considéré comme un non-événement. En témoigne les revers qu'elle a subis au local dernier face à Vincent Essolmangue. Est-ce que vous pensez que ce changement de casquette, de veste, donnera du poids politique à ce nouveau membre dans la perspective de 2016? Parce que nécessairement le parti des masses va présenter un candidat pour cette compétition électorale. Première question. Deuxième question est relative, je la cite, elle a dit, je cite, « On adhère à un parti qui apporte quelque chose à la République ». Fin de citation. Autrement dit, l'ancien maire justifie-t-il son départ du RPG par le fait que, ou devant la conviction selon laquelle le RPG est désormais à court de projet, à court de vision. Auquel cas, question, qu'est-ce qui peut justifier son maintien au sein de la majorité républicaine pour l'émergence? Voyez-vous, ici je ne peux répondre qu'aux questions concernant le président de la République et l'action du chef de l'État. Et lorsque cette action est relayée immédiatement ou directement par le gouvernement, je peux y répondre. Madame Rose Alor-Mungara a lu sa déclaration, elle est disponible, vous pouvez vous rapprocher d'elle pour qu'elle justifie ce qu'elle a dit. En ce qui concerne ce que vous appelez le revers à OIM, sauf si mes souvenirs me font défaut, mais il ne me semble pas qu'elle ait été candidate à OIM. Je ne suis pas sûr qu'elle ait conduit à OIM une liste. Donc elle était maire sortant, mais elle n'était pas candidate à sa succession à OIM. Donc elle n'a pas vécu de revers. Voilà. J'ai eu une ambition pour le Gabon et cette ambition est à notre portée. Elle ne peut s'accomplir efficacement que si elle est soutenue par vous tous. Cette ambition
est de faire de Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Monsieur le porte-parole, le 16 octobre 2014 prochain, cela fera 5 ans qu'Ali Bongo est aux commandes du pays. 5 ans. Quel bilan dresse la présidence de la République sur le plan des infrastructures, de l'habitat et du système sanitaire de notre pays? Et la deuxième question, on va revenir sur les collectivités locales. Après votre conférence de presse, vous avez dit que les mairies ne sont pas performantes. Donc, la décentralisation fait l'objet des débats politiques et parlementaires. Si, sous d'autres cieux, cela fait des siècles, et au Gabon, cela fait près de 18 ans. Est-ce qu'il y aura effectivement le transfert des compétences entre l'État et les collectivités locales, lorsqu'on sait que celui qui dispose des moyens, des finances, dispose du pouvoir? Que lorsque Billy Binze descend à Makoko, il ne sera plus regardé par les populations, mais c'est le maire ou le maire qui a les pleins pouvoirs. Je vous remercie. Mais qu'est-ce que Billy Binze fait dedans? Mais attendez d'être le 16 octobre et vous poserez la question au président de la République sur le bilan qu'il tire, et si lui n'est pas disponible pour en parler, nous pourrons alors en discuter. Mais une partie de votre question, le chef de l'État y a déjà répondu lors de ses dernières interviews à différents médias, y compris d'ailleurs récemment à l'organe panafricain que nous ne citerons pas mais que chacun connaît. Sur les collectivités locales, la décentralisation, il faut qu'elle soit effective. Toute la stratégie de développement du pays, nous avons à la fois ce que l'État central doit faire et ce que les pouvoirs décentralisés, les administrations décentralisées doivent faire pour être au plus proche des populations et faire en sorte que, naturellement, leurs besoins les plus, on va dire, immédiats soient pris en compte par les collectivités locales. La stratégie de lutte contre la pauvreté intègre d'ailleurs les collectivités locales. Mais nous avons dit la semaine dernière, s'agissant de la revendication des syndicats de la mairie de Libreville sur la PIP, nous avons seulement rappelé que c'est une prime d'incitation à la performance. Et que lorsqu'on veut la revendiquer, c'est valable pour la mairie, c'est valable pour les agents publics, la fonction publique d'État, et non pas de la fonction publique territoriale. Lorsqu'on veut la revendiquer, se pose donc la question de la performance. Et ce propos a été diversement interprété et sorti de son contexte. Je n'ai jamais dit que la mairie avait que les vendeurs de timbres. J'ai dit que est-ce que les compatriotes aujourd'hui vivant à Libreville sont satisfaits du travail rendu par les agents municipaux? C'est la question qui est posée. Et c'est la question que pose la prime d'incitation à la performance. Si cette prime, elle est attribuée à tout le monde, au même moment, selon le même montant, alors la question de la performance n'est plus posée. S'il y a performance, c'est qu'il y a discrimination par rapport à celui qui a bien travaillé sur celui qui n'a pas bien travaillé. Et les entreprises qui ont initié des stratégies pour encourager la performance ont par exemple mis en place le système de l'employé du mois. Si c'est tous les employés du mois qui sont récompensés, dans une entreprise, tous les employés, alors où est la performance? On va récompenser un employé du mois, parce que c'est lui qui aura fait les meilleures performances selon les critères fixés par sa hiérarchie. Et donc, il faut quand même qu'à un moment donné, nous apprenions à dire la vérité. Et que la vérité, elle peut blesser, mais ne tuera pas. La question, elle est fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, nos services publics donnent satisfaction? Le chef de l'État a posé la question. Les médecins veulent avoir des primes, très bien, mais lorsqu'ils ferment les hôpitaux, est-ce que moi j'ai le droit de payer des primes à ceux qui ferment les hôpitaux? Et c'est la même question qui s'est posée
par rapport aux agents municipaux. Bon, ils disent qu'ils vont faire grève jusqu'à ce que des missions de Billy Bizet s'en suivent. Ok. Mais la question est simplement posée, est-ce qu'en leur fort intérieur, en leur âme et conscience, ils se disent que le travail pour lequel ils ont été recrutés, ils le font convenablement et que les citoyens à Libreville se rendent compte qu'il y a une municipalité qui les prend en charge au plan des loisirs, au plan de tout ce qui accompagne la vie dans une cité. Il n'y a pas de problème. Si la question c'est oui, la municipalité s'organisera pour payer les primes qu'il faut, mais pour le moment la question c'est non. Et pour le moment les constats qui ont été faits, c'est que les collectivités dépensent plus de 80% des ressources à payer des salaires. Ce sont les constats qui ont été faits et qui ont amené, pour répondre directement à votre question, à adopter une nouvelle loi qui fixe désormais un certain nombre de seuils pour indiquer que désormais une collectivité, le fonctionnement doit être situé à tel seuil et l'investissement à tel autre seuil. Parce qu'il va y avoir un cadrage budgétaire. Lorsque l'État est obligé ainsi de procéder à un cadrage budgétaire, c'est qu'il y a problème. Et ne pas le dire, malheureusement, ce n'est pas dans la stratégie du chef de l'État. Il a indiqué qu'il préfère dire la vérité, quitte à ce que ça le rende impopulaire, plutôt que de dire des choses qui ne sont pas vraies et se retrouver demain confronté à cette réalité-là. Nous avons des collectivités, il faudrait essayer de mieux les gérer et qu'à coup de revendications et de grèves, on ne fait pas forcément avancer la cause des collectivités. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Merci de votre attention et à très bientôt, si Dieu le veut.